Le rejet aigu d'allographie, donc en l'absence d'immunosuppression, les rejets aigus se manifestent après 1 à 2 semaines en post-transplantation avec un pic de fréquence le premier mois. Donc il existe des rejets aigus cellulaires médiés par les lymphocytes T et des rejets aigus humoraux liés à des lymphocytes B et médiés bien sûr par les anticorps spécifiques des allo-antigènes, principalement les allo-antigènes HLA-2 donneurs. Le rejet aigu, qu'il soit humoral ou cellulaire, ils peuvent coexister dans 45 à 62% des cas où le CD4D est détecté. Les réponses cellulaires et humorales sont synergiques par le phénomène d'ADCC, qui est la cytotoxicité cellulaire dépendante d'anticorps. Les cellules cytotoxiques vont agir sur la cellule sur la cellule cible par le biais des anticorps. On lie l'anticorps à leur récepteur de fragment FC, mais peuvent aussi se contrôler réciproquement. Donc ici, on a une lymphocyte CD8 qui est la CTL, donc alloréactif, qui va reconnaître le complexe CMH, molécule CMH peptide de donneur. Il va s'activer et agir sur la cellule. Il va faire agir sur cette cellule cible. Donc il va léser cette cellule par ces phénomènes, ces différents phénomènes cytotoxiques. Donc le système grand enzyme, perforing grand enzyme, et le système face ligand, face, etc. Et on a l'anticorps alloréactif qui reconnaît les molécules de CMH classe 1 ou 2. Et ils peuvent activer le système de complément. Et par conséquent, là, nous sommes devant une réponse, un rejet aigu humoral. On va détailler les différents mécanismes et phénomènes qu'on voit au cours de rejet cellulaire et humoral. Le rejet aigu cellulaire, il implique principalement des lymphocytes T auxiliaires, CD4+, et cytotoxiques CD8+. Il est diagnostiqué par la ponction biopsie de l'organe greffé et il est accessible au traitement curatif et préventif par les immunosuppresseurs, mais il reste un facteur de risque dans la survenue de rejet chronique. La réponse alloréactive contre le greffon peut être divisée en 4 phases successives. Donc, on a la reconnaissance allogénique par voie directe. On va avoir une activation et une expansion des lymphocytes T alloréactifs. Il va y avoir l'infiltration des greffons et par conséquent une réponse effectrice avec une phase effectrice avec une agression des cellules parenchymateuses de greffons. Donc l'image là, elle vous montre qu'il y a une migration des cellules dendritiques de donneurs et matures. Et ils vont suite au stress tissulaire, ils vont se maturer, ils vont migrer vers un organe lymphoïde secondaire, tel que la rate. Et ils vont activer les lymphocytes T. Là, c'est la présentation directe, bien sûr. Ils vont activer des lymphocytes T, CD4 et CD8, qui vont s'activer.
et ils vont infiltrer le greffon. Ces cellules lymphocytes, bien sûr activées aussi, elles vont sécréter des chimiokines et des cytokines qui vont attirer d'autres cellules inflammatoires, d'autres cellules immunitaires vers le greffon, telles que le macrophage, le NK et les éosinophiles. Donc, la première étape, ou la première phase, c'est la reconnaissance allogénique par la voie directe. On a parlé de ça il y a quelques minutes. Donc, la deuxième phase, c'est l'activation lymphocytaire et la prolifération clonale. Bien sûr, des clones alloréactifs. L'activation et la prolifération des lymphocytes T CD4 alloréactifs est capitale pour aboutir au rejet. Cette étape nécessite l'association de 4 signaux. Le premier signal, donc l'action conjointe de signal 1, d'engagement de récepteur T et de signal 2 de costimulation. Donc le premier signal, c'est l'interaction TCR avec le complexe CMH, le complexe donc molécule de CMH ou la HLA peptide. Ça, c'est le premier signal. Le deuxième signal, c'est le signal de costimulation qui est donc entre le CD28 sur les lymphocytes T et le CD80 ou 86 sur les cellules dendritiques. Bien sûr, les cellules dendritiques de donneur. Donc, l'action conjointe de signal 1 et de signal 2 va aboutir donc à la synthèse de l'interleukine 2 et de la chaîne alpha, qui est le CD25, de récepteurs de l'interleukine 2. Et elle va aboutir aussi à la synthèse de CD40 ligands. Le troisième signal, c'est un signal de progression de cycle cellulaire, est induit par la fixation paracrine et autocrine de l'interleukine 2 sur son récepteur. Autocrine, ça veut dire c'est l'interleukine 2 qui est sécrétée par la cellule, va se lier à son récepteur sur la même cellule. Donc c'est sa cellule qui va on peut dire s'auto-activer par cette interleukine 2. Donc l'interleukine 2 va agir sur la même cellule qu'elle a sécrétée. Paracrine, ça veut dire que l'interleukine 2 sécrétée par une cellule va agir sur une autre cellule qui est dans le voisinage. Donc le troisième signal, voilà. Le premier signal, il a donné donc la synthèse de l'interleukine 2, la chaîne alpha de récepteur de l'interleukine 2, le CD40 ligand. Ça, c'est le premier et deuxième signal. Le troisième signal, c'est la conséquence de la liaison de l'interleukine 2 sur son récepteur, qui est l'interleukine 2 récepteur, qui agit de façon autocrine ou la paracrine. Donc, le signal 3 de progression de cycle cellulaire dépendant est induit. Le troisième signal de progression de cycle cellulaire est induit par la fixation paracrine et autocrine de l'interleukine 2 sur son récepteur de haute affinité formé par les chaînes alpha, bêta et gamma. Et la chaîne alpha sert à la fixation de la cytokine. Les chaînes bêta et gamma, leur rôle, c'est la transduction des signaux. Sous l'effet de la protéine mTOR et en réponse aux interleukines de la famille de l'interleukine 2, les cellules passent de la phase G1 du cycle cellulaire à la phase S et vont pouvoir proliférer. Donc, le troisième signal, c'est leur intérêt, c'est la prolifération clonale des lymphocytes alloréactifs. La progression de cycle cellulaire donc conduit à la mitose, donc la phase M, qui nécessite une duplication et une synthèse d'acides nucléiques à partir des bases puriques et pyrimidiques. Les signaux régulant cette synthèse d'ADN constituent le quatrième signal. Donc le quatrième signal, ce sont les signaux régulant la synthèse de l'ADN
et par conséquent donc, vont permettre donc la mitose et la prolifération. La synthèse des cytokines, interleukines 2 et autres au cours de l'activation T permet l'amplification de la réponse immune et l'activation des lymphocytes B qui produisent des anticorps anti-HLA, de lymphocytes T cytotoxiques, des cellules NK et enfin des macrophages. C'est pour cela, on a montré dans cette image qu'il y aura le recrutement d'autres cellules, pas les lymphocytes T, parce que les lymphocytes T, par la synthèse des interleukines, des cytokines, donc elle va activer les lymphocytes B, elle va recruter les macrophages, des cellules NK et d'autres cellules. Donc la synthèse des cytokines au cours de l'activation T permet l'amplification de la réponse immune et l'activation de lymphocytes B que produisent des anticorps anti-HLA, des lymphocytes T cytotoxiques, des cellules NK et ainsi des macrophages. Donc l'interleukine 2 est la cytokine clé de la réaction de rejet et représente de ce fait la cible de plusieurs drogues immunosuppressives. Il y a plusieurs traitements immunosuppresseurs qui ciblent cette cytokine pour inhiber le rejet cellulaire, bien sûr. Les lymphocytes activés quittent les organes lymphoïdes par les lymphatiques efférents et gagnent le sang par l'intermédiaire du canal thoracique pour infiltrer par la suite le greffon. Et qui est la troisième phase, qui est l'infiltration du greffon. La cellule endothéliale de greffon, l'infiltration donc de greffon, la cellule endothéliale de greffon joue un rôle important dans cette phase, exactement dans le recrutement sélectif des cellules effectrices de receveurs et l'infiltration de greffon. Les lymphocytes T, CD4 et CD8 activés quittent les organes donc lymphoïdes secondaires et infiltrent le greffon par un processus impliquant des molécules d'adhésion d'une part et les chymiokines d'une autre part. L'activation des lymphocytes s'accompagne de modifications membranaires telles que la perte de l'expression de L-sélectine et des récepteurs de CCR7, un récepteur de chymiokine. Ce récepteur de chymiokine, c'est le CCR7. Et l'apparition de nouveaux récepteurs de chymiokine, tels que le CXCR3 et le CXCR5. Pour le TH1, qui va leur permettre de migrer vers les lieux de l'inflammation sous l'influence des chymiokines CXL10, 9 et 11, qui sont les ligands pour le CXCR3 et CCL3, CCL4 et CCL5. Parce que le récepteur, il était exprimé, c'est grâce à ce récepteur qu'il rejoignent les organes lymphoïdes secondaires. Il faut perdre ce récepteur et exprimer d'autres récepteurs pour répondre à d'autres chymiokines et par conséquent, ils puissent rejoindre le site inflammatoire. Le chimiotactisme, le recrutement, mais vers les organes lymphoïdes secondaires ou vers le site inflammatoire, dans ce cas de figure, vers le greffon. Ces chymiokines synthétisées par les cellules endothéliales de l'organe greffé donc, sont fixées au pôle apical de l'endothélium et donc rentrent en étroite association avec le P et le E sélectine. La transmigration endothéliale des lymphocytes pour infiltrer le greffon va comporter 4 étapes. C'est la migration transendothéliale qui permet donc d'infiltrer le greffon. C'est la même au cours de la réaction inflammatoire pour rejoindre n'importe quel site inflammatoire. Donc la première étape, c'est la capture et le roulement. C'est grâce à l'interaction entre les P et le E sélectine endothéliale avec la molécule PSGL 1 à la membrane des lymphocytes. Donc c'est le contact entre ces deux molécules d'adhésion, les P ou les E sélectine avec la molécule de PSGL1 à la membrane des lymphocytes T, activée bien sûr, va entraîner donc un roulement des lymphocytes T le long de l'endothélium de greffon avec un ralentissement puis un arrêt. Donc c'est le P sélectine
avec le PSGL1. Aucun d'autres molécules d'adhésion telles que le V1 et le V à la 4. Tout ça va entraîner un roulement parce que ce sont des liaisons de faible affinité. C'est pour cela qu'il y a un attachement, détachement, attachement, détachement. Ça va entraîner donc un roulement et un ralentissement. Le roulement, l'attachement, les détachements, parce que ce sont des réactions, des liaisons de faible affinité. Donc, ils vont s'attacher, détacher, mais c'est comme un freinage pour ces cellules. Il va freiner ces cellules. Ils vont rouler sur l'endothélium jusqu'à donc l'arrêt et l'activation. Comment il se fait l'arrêt et l'activation? La liaison des chimiokines au récepteur membranaire lymphocytaire de chimiokines va entraîner l'activation des intégrines à la fin 1 et V à la 4, mais la forme de faible affinité vers la forme de haute affinité. L'image vous montre comment à la fin inactive ou la active. Suite à la liaison, tu as le chimiokine avec son récepteur sur les lymphocytes activés. Donc, il y a l'étape de l'adhésion forte. Une fois donc il s'active les intégrines, ils deviennent donc ils vont avoir leur forme active. Ça va constituer donc le troisième étape indispensable à l'infiltration de greffons. Et il faut savoir qu'en absence de cette adhésion ferme, bien sûr, en absence de cette adhésion, les cellules vont se détacher de l'endothélium et retournent dans la circulation sanguine. Il faut donc cette adhésion forte pour qu'elle rejoigne le greffon et ne rejoigne pas la circulation sanguine. Donc elle se fait par l'intermédiaire des liaisons à la fin 1, qui est une intégrine avec une molécule d'adhésion de la superfamille des immunoglobulines liée à l'ECAM1, et le V à la 4, le VCAM1. Bien sûr, les intégrines sur les lymphocytes activés et la superfamille des immunoglobulines sur les cellules endothéliales. Ça va entraîner une adhésion ferme. C'est une liaison de forte affinité. Puis on va avoir le passage transendothélial, donc il nécessite un réarrangement du cytosquelette lymphocytaire ainsi qu'une modulation de l'adhérence induite par les intégrines. Les signaux donc induits par les ligands de CD31 et des JAM c'est Junctional Adhesion Molecule, ils vont accélérer la migration. Une fois de ça, l'adhésion ferme, donc il va avoir un passage transendothélial des cellules activées. L'infiltration cellulaire de greffons en rejet aigu est constituée des cellules mononucléées au niveau des tubes et de l'interstitium, avec en majorité des lymphocytes, surtout les lymphocytes CD8 plus cytotoxiques et des macrophages. Ainsi, les cellules tubaires rénales peuvent constituer la cible principale de la réponse alloréactive effectrice avec induction des lésions de type tubulite. Donc, il s'agit d'une inflammation ATH1. L'infiltration est amplifiée par des cellules NK. Les cellules NK vont adhérer à l'endothélium sous l'influence des chimiokines CCL3, 4, 5 qui activent les intégrines des cellules qui possèdent les récepteurs de le CCR5 de ces chimiokines. Les NK vont infiltrer le greffon, ils vont synthétiser l'interféron gamma et ils vont aussi induire la synthèse des chimiokines CX, CL 9, 19 et 11. La cascade chimiokine, cytokine, chimiokine. La cascade donc chimiokine, cytokine, chimiokine, ça veut dire chimiokine qui va attirer les cellules NK. Les cellules NK vont synthétiser l'interféron gamma qui va induire la synthèse des chimiokines. Permet donc l'activation des intégrines des cellules qui possèdent à leur membrane les récepteurs CCR3 de ces chimiokines. L'infiltration de l'organe donc par les cellules NK va amplifier l'infiltration de l'organe par les lymphocytes TH1 parce qu'ils stimulent la synthèse des cytokines qui recrutent les cellules TH1 qui à leur tour synthétisent de l'interféron gamma et amplifient donc l'infiltration. Toutes ces cellules participent par différents mécanismes à différents degrés à la destruction des cellules parenchymateuses de greffons. Donc, on a
l'ODG engendre la synthèse de cytokine HADA, CCL3, 4, 5. Il va entraîner donc l'adhésion et l'infiltration des cellules NK qui expriment le CCR5, le récepteur CCR5, synthèse d'interféron gamma, et par conséquent, on a le CXCL 9, 9 c'est pas 19, hein, 9, 10 et 11. Là, c'est une erreur de frappe. Corrigez là, donc CCL X, 10, 9 et 11. Donc, qui va entraîner l'adhésion et l'infiltration par les lymphocytes TH1 activés qui expriment le CXCR3. Après donc, cette étape d'infiltration, on a la quatrième étape qui est la phase effectrice où il va y avoir l'agression des cellules parenchémateuses. Donc, l'action effectrice des cellules T cytotoxiques. Donc, on va avoir l'action des CTL. Cette action nécessite la reconnaissance par les CTL des peptides allogéniques issus des molécules HLA de classe 1 et de classe 2 exprimées à la surface des cellules cibles. Donc, les CTL CD8+ vont exercer leur activité cytotoxique par la libération d'enzymes stockées au sein des granules intracytoplasmiques. Là, c'est le système perforine grand enzyme. Donc, la perforine dans la polymérisation entraîne une perforation de la membrane de la cellule cible, et le grand enzyme B, qui est une enzyme protéolytique, peut alors pénétrer dans la cellule et entraîner sa destruction. On a aussi un type de CTL, mais CD4+, qui exercent leur activité cytotoxique par un mécanisme d'apoptose incluant la trimérisation et l'activation de la molécule face à la surface de la cellule cible par son ligand le face ligand à la surface des lymphocytes T. C'est par le système face ligand sur les lymphocytes T sur le face sur les cellules cibles. Donc, par son ligand face à la surface des lymphocytes T, activé, entraînant un signal de mort intracellulaire par l'intermédiaire de caspase, qui active la cascade d'apoptose. Cette apoptose peut être également médiée par le TNF. On se lie sur le TNF récepteur sur les cellules cibles, qui est une cytokine pro-inflammatoire qui aboutit à l'apoptose après fixation de TNF sur son récepteur de type 1, qui est le TNF récepteur numéro 1. Comme pour l'association face-ligand-face, la fixation de TNF induit la trimérisation de TNF récepteur 1 et entraîne l'activation aussi des caspases successifs conduisant à l'apoptose. Donc, même ces phénomènes de face-ligand et de TNF, ils sont exercés. Donc, les TCD8, elles exercent par le système, donc le mécanisme perforine grand enzyme, par le face-ligand face, et par le système TNF récepteur. Alors le CTL-CD4+, elle agit que par le système TNF récepteur et le système face-ligand face. Donc une apoptose a été mise en évidence à la fois au niveau des cellules épithéliales tubulaires et au niveau de l'infiltrat inflammatoire cellulaire au cours de rejets aigus et de rejets chroniques. On a montré comment donc le système perforine, donc la perforine, comment il se polymérise pour entraîner une perforation au niveau de la membrane et par conséquence donc la pénétration de le grand enzyme qui va activer donc les systèmes d'apoptose, les caspases, donc pour entraîner l'apoptose, aussi le système de face-ligand face et le TNF récepteur. L'action effectrice des cellules NK. L'action des cellules NK est indépendante de la reconnaissance des peptides allogéniques. La reconnaissance des cellules cibles par les cellules NK est guidée par les anticorps anti-HLA de classe IgG. Ce n'est pas par les molécules, le complexe molécules HLA peptides comme pour les lymphocytes T, mais c'est on va avoir un phénomène d'ADCC, ça veut dire une cytotoxicité cellulaire dépendante d'anticorps. Exactement les anti-HLA type IgG. Donc, c'est le phénomène d'ACCC. Et par le biais aussi de NCR, ce sont aussi des récepteurs des cellules NK. Et par le biais de NCR, dans le cas de NCR, donc il va y avoir une lyse par les sécrétions de perforine et grand enzyme. Donc, la reconnaissance va être par les récepteurs
des fragments FC des immunoglobulines, exactement le récepteur تاع les GG, tel que le CD16. Elle va être aussi par le biais de NCR. Il va activer donc la lyse par les cellules NK en activant le système perforing grand enzyme. Ces autotoxicités donc va être par le mécanisme de perforing grand enzyme. La contribution des effecteurs de l'inflammation. Donc les lymphocytes CD4 de phénotype TH1 sont responsables des réactions d'hypersensibilité retardée ou la type 4. Ces cellules T sécrètent des cytokines pro-inflammatoires tels que l'interféron gamma et le TNF-alpha. Ils vont activer les monocytes et les macrophages qui vont être recrutés localement. Cette activation donc permet d'amplifier la sécrétion locale des cytokines, de chimiokines et le recrutement des cellules mononucléées. Elle va aboutir à la production d'enzymes protéolytiques, des dérivés nitrés et d'autres facteurs solubles qui vont entraîner donc un processus inflammatoire. Donc de nombreux médiateurs de l'inflammation vont être produits localement, ayant donc un retentissement direct sur les fonctions de l'organe greffé. Donc l'action des lymphocytes T de receveur, généralement sont des TH1. Donc ils vont donner une réaction d'hypersensibilité type 4. Donc ils vont synthétiser l'interféron gamma qui va activer donc les cellules macrophagiques, qui va donc libérer des enzymes lytiques et entraîner des lésions membranaires des cellules de greffon. Par l'interféron gamma et le TNF-bêta, ils vont entraîner une forte expression des molécules de CMH au niveau de greffon, qui va activer donc les mécanismes de lyse et de reconnaissance de ces cellules par les différentes cellules du système immunitaire. Il va y avoir donc aussi une augmentation de la cytotoxicité directe par le TNF-bêta. Par le biais donc l'action de le TNF sur le TNF récepteur, donc il va avoir une cytotoxicité directe sur les cellules de greffon. Et par le biais d'autres cytokines aussi, il y aura des endommagements tissulaires.